Cette fois, on va un peu attaquer le cœur du sujet. Pour ceux qui avaient suivi il y a quelques semaines, on avait fait un live sur le packaging, comment améliorer le packaging et comment les études conso peuvent aussi nous aider sur le pack. Là, on va aller un petit peu plus au global sur toute une marque, comment on peut vraiment grandir une marque grâce aux études consommateurs et en récupérant finalement le feedback des consommateurs à chaque étape du développement du produit et de la marque. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Ça me fait très plaisir, comme d'habitude, de partager quelques éléments sur ce qu'on fait. Donc, rapidement, qui on est. Donc, moi, je travaille avec Joachim. On a travaillé tous les deux plus de 10 ans chez Procter & Gamble, à la direction marketing de grandes marques comme Always et Oral-B. Pendant ce temps-là, on a lancé de nombreux produits. On a interrogé de très nombreux consommateurs. Et depuis 3 ans, du coup, on se concentre à aider des petites marques à impact, start-up et PME à lancer avec plus de succès leurs produits. Et on a accompagné une 50aine de marques depuis. Voilà pour qui on est. Alors, on va attaquer sur, du coup, pourquoi les études conso. C'est vrai que personne ne se lève le matin en se disant vraiment ce dont j'ai besoin, c'est une étude consommateur. C'est quand même une partie qui est une zone d'ombre encore dans le marketing. Et du coup, c'est un peu sur ça qu'on se spécialise. Mais je voulais un peu revenir d'abord sur pourquoi on pense que c'est important les études consommateurs pour grandir une marque. Donc déjà, on va faire un petit exercice pratique. On va commencer par une des marques préférées de Joachim, parce qu'il a travaillé sur cette marque pendant longtemps, Antical. Et on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer tout ce qui a été testé sur ce produit. Sachant que ce n'est pas une très, très grosse marque dans le portefeuille de Procter & Gamble. C'est à peu près 15 millions de ventes en France. Donc, il y a beaucoup de startups et PME qui font déjà ce type de chiffre d'affaires très facilement. Donc, ce n'est pas une gigantesque marque. Donc, c'est pour ça que c'est un bon exemple. Donc, sur ce produit, déjà, sur le packaging, beaucoup de choses ont été testées. Quel visuel on met? Quel type de visuel? Est-ce qu'on met plutôt des objets ou des salles de bain ou des icônes? Est-ce qu'on met plutôt des vraies photos? Le logo a été testé parce il y a eu des changements, des évolutions petit à petit sur le logo. Le pommeau de douche a été testé. De nombreux différents pommeaux de douche avaient été évalués. Et les claims, c'est-à-dire les petits messages de bénéfices sur le produit ont été testés. La forme de la bouteille a aussi été testée pour s'assurer qu'elle soit ergonomique et facile à utiliser. Et là, ce n'est pas très facile à voir, mais c'est du plastique recyclé sur la bouteille. Donc, il est un tout petit peu plus gris qu'un plastique normal blanc. Et du coup, ça a aussi été testé par rapport à la bouteille classique blanche qu'il y avait avant pour s'assurer que ça ne dénaturait pas la perception du consommateur. On a aussi la gâchette qui a été testée pour s'assurer qu'elle n'était pas trop dure à utiliser, notamment pour les seniors, parce qu'on sait que les produits ménagers, c'est une grosse partie du marché est sur les plus de 60 ans. Donc, il y a aussi des études d'ergonomie qui ont été utilisées, testées pour la bouteille. Et le produit à l'intérieur a aussi été testé de très nombreuses fois, à la fois sur la performance, c'est-à-dire s'assurer que ça enlève bien le caractère sur une grande nombre de surfaces, s'assurer aussi que ça n'abîme pas les différentes surfaces. L'odeur du produit a aussi été testée de nombreuses fois pour s'assurer que à la fois ça transmettait une idée de performance sans pour autant être trop désagréable. Donc voilà, donc un exemple du type de test avec des vrais consommateurs qui ont été faits sur un seul produit, qui n'est pas forcément une des plus grosses marques qu'on retrouvera dans les grands groupes, mais rien que sur ce type de produit-là, on a eu pléthore de choses qui ont été testées pour ne rien laisser au hasard. Donc, plus de 20 tests consommateurs et c'est un budget de 500 000 à 1 million d'euros. Donc, quand on se rend compte que le chiffre d'affaires annuel, c'est 15 millions, c'est assez étonnant et c'est la magnitude des budgets investis dans les tests consommateurs est assez énorme. Et les grands groupes n'ont pas l'habitude de dépenser massivement s'ils ne pensent pas que c'est utile. Et du coup, voilà, c'est un peu pour ça la raison principale pour laquelle ils testent, c'est qu'il y a 86% des nouveaux produits qui échouent dès la première année et c'est d'autant plus important en GMS. Donc, il y a vraiment cet enjeu de essayer de réduire les risques et maximiser les chances de succès du produit. En faisant des tests consommateurs, il y a une étude qui a été faite par le groupe Nielsen qui montre qu'on a 9 fois plus de chances de réussir en utilisant les tests consommateurs. Donc, en fait, on va venir vraiment réduire son risque de lancement en allant tester chaque élément à chaque étape parce que finalement, imaginons la gâchette, elle est trop dure à utiliser pour notre public. On ne le saura jamais, mais ça sera une grosse raison d'échec du produit parce que notre cible principale, qui sont les seniors, ne peuvent pas se servir du produit, donc ils ne le réachètent pas. Donc, ça permet de bien comprendre les risques et d'ajuster au fur et à mesure qu'on développe.
Et c'est pour ça un petit peu que je parle de David versus Goliath sur cette slide, parce qu'en fait, les grands groupes sont très au courant de ça, ont vraiment ça en tête. Donc, n'hésite pas à vraiment aller investir pour tester tout au fur et à mesure du développement, alors qu'on sait que les plus petites marques, les startups, les PME ont beaucoup moins intégré ça dans le développement parce que déjà, ça coûte cher, parce que ça prend du temps. Donc, il y a vraiment une inégalité entre les grands groupes et les petites marques, bien sûr sur les budgets, mais sur ce sujet-là, énorme parce que finalement, rien qu'en faisant les tests, on arrive à vraiment maximiser ses chances de réussite. Du coup, face à ça, face à cet effet David versus Goliath, vous avez un peu deux solutions. Finalement, 86% de chances d'échec du lancement, c'est-à-dire 14% de chance. Soit première option, on va essayer de tomber sur une chance sur 10 que ça marche. Donc, on va développer son produit au mieux en demandant un peu à ses amis, en se débrouillant comme on peut pour essayer de faire le produit le plus parfait possible et espérer qu'il y ait une bonne rencontre de un besoin consommateur, le bon produit, la bonne communication. Donc là, c'est une chance sur 10, mais on prend le risque. Ou alors, l'option numéro 2, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi avec notre travail, aussi avec ces lives, c'est on va se débrouiller. On n'a pas les mêmes moyens que les grands groupes, mais on peut aussi faire du DIY, comme on le fait sur beaucoup d'autres choses, pour quand même aller récupérer du retour consommateur de façon pragmatique, qui coûte le moins cher possible et qui prenne le moins de temps possible, mais quand même obtenir les réponses dont on a besoin pour réussir son lancement. Et du coup, il faut voir un petit peu la présentation d'aujourd'hui comme un gros kit de DIY pour aller tester avec des consommateurs quand on n'a pas forcément les moyens ni le temps des grands groupes. Donc, il y aura à chaque fois, je vais vous présenter un petit peu déjà qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre à chaque étape, comment on peut l'apprendre, et puis après, à vous de réfléchir avec les moyens du bord, avec ce que vous avez déjà comme panel, comment vous pouvez aller poser les bonnes questions pour obtenir des réponses à ce que j'ai identifié pour chaque étape, d'être vraiment indispensable. Donc voilà, il faut prendre un petit peu ce live comme un cours de DIY sur le retour consommateur pour essayer de maximiser ses chances de réussite de son lancement. La deuxième raison pour laquelle les tests consommateurs sont hyper importants, c'est une façon d'optimiser ses investissements. Et moi, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui suis un peu attristée de voir que finalement, les groupes qui ont plus d'argent, qui peuvent se permettre de gaspiller un petit peu, les grands groupes, c'est eux qui testent le plus. Donc, c'est aussi eux qui optimisent au maximum leurs investissements en apprenant du consommateur à chaque étape pour réduire vraiment les investissements à chaque étape. Et finalement, ceux qui ont le moins d'argent à gaspiller se retrouvent parfois à gaspiller de l'argent parce qu'ils font les ajustements trop tard dans le développement du produit. Et en fait, les tests consommateurs, c'est vraiment ça. Ça répond à la loi 1-10-100 de Philippe Crosby, c'est-à-dire que ça coûte 1 € de faire des ajustements quand on est en phase de conception. Finalement, changer la gâchette quand on en est juste à la phase de prototype, ça ne coûte pas grand-chose. Juste, on refait un prototype, on va peut-être pas quelques semaines retravailler. C'est frustrant, parfois on a vraiment envie de lancer, de se dépêcher, mais malgré tout, ça ne coûte pas encore trop d'argent. Par contre, une fois qu'on est en production, les coûts augmentent. Ce qui coûtait 1 € coûte désormais 10 €. Parce que quand on doit faire des ajustements alors qu'on est en pleine production, qu'on a des contrats avec des ateliers, etc., ça coûte plus cher. Et une fois qu'on a livré, c'est-à-dire qu'on a lancé, là, ça coûte 100 €. Tout simplement parce qu'une fois qu'on a fait déjà tout le travail d'aller convaincre un distributeur de vous lancer, qu'on a payé les packaging, qu'on a payé la production, qu'on a payé tous les coûts de communication, revenir en arrière parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le produit, dans la communication, dans le packaging, ça coûte beaucoup plus cher que si on l'avait fait au début. Donc, c'est vrai que c'est un peu contre la logique un peu start-up, on y va, on teste et puis on ajustera plus tard. Mais malheureusement, ça coûte plus cher. Ça fait que si on a fait une erreur au début sans s'en rendre compte, si on le corrige après la livraison, quand le produit est en magasin, parce que là, on commence à avoir beaucoup de retours consommateurs que ça ne va pas, on peut encore le faire, bien heureusement, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher que si on l'avait identifié tout de suite. Donc, voilà un petit peu les deux raisons. La première, c'est maximiser les résultats et la deuxième, c'est optimiser les investissements. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le gros du sujet, maintenant que j'ai fait un petit peu une intro qui, j'espère, vous aura un petit peu donné envie d'en savoir plus sur ce toolkit DIY des tests consommateurs. Mais il faut se dire que sur un développement d'un produit, il y a 5 étapes et à chaque étape, il y a un test qui est adapté. Donc, la première étape,
c'est je pense que j'ai identifié un besoin sur le marché, j'ai une idée. Donc là, on est tous passés par là à un moment, même nous avec Coup de pouce. Donc là, la première étape, c'est d'aller tester l'idée. Vraiment, là, ça coûte rien du tout, c'est très rapide, mais il ne faut pas sauter cette étape, même si on est sûr qu'on a l'idée parfaite. C'est souvent là qu'on peut faire un tout petit peu fausse route parce qu'on ne s'est pas concentré assez sur le marché, mais on s'est que concentré sur sa perception du marché. Donc là, c'est test idée. Deuxième étape dans le développement du produit, c'est voilà, j'ai mon idée, j'ai validé le besoin, je commence à faire un prototype. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment je positionne ce produit pour maximiser mes ventes. Une fois que j'ai un prototype, qu'est-ce que je peux dire au consommateur pour le convaincre? Donc là, c'est ce qu'on appelle un test concept. On a un brouillon de produit et on peut commercialiser son produit de plein de façons différentes. Donc, on va réfléchir à tous les positionnements différents qu'on pourrait avoir et on demande au consommateur de choisir et de nous aider à améliorer le concept qu'il prépare. Donc ça, c'est le test concept. Une fois qu'on a un prototype, qu'on a un positionnement qui a l'air de bien fonctionner, la troisième étape, ça va être le test produit. Donc là, ce qu'on va essayer d'aller valider, c'est est-ce que mon produit est assez bon pour qu'il soit racheté, pour qu'il y ait une bonne satisfaction. Ok, je l'ai convaincu avec mon positionnement, mais maintenant, est-ce qu'il va me racheter une fois qu'il aura goûté? Donc ça, c'est un test produit classique, on reverra ça ensemble. Quatrième étape, c'est le test packaging. Donc là, on a un bon produit, on a un bon positionnement. Comment on traduit ce produit, ce positionnement sur un pack pour être choisi en rayon en moins de 5 secondes? Donc là, gros challenge, c'est une étape qui est très difficile et honnêtement, c'est le type de test qu'on fait le plus souvent parce que c'est dur. Et qu'aussi, le risque d'erreur sur le packaging, il est fort, que ça coûte cher de refaire des packagings, ça coûte cher en graphisme, ça coûte cher en production, d'avoir à retravailler ensuite les packagings. Et la dernière étape, quelle est ma communication? Et du coup, là, il y a des tests qu'on peut faire pour identifier comment maximiser le budget média, c'est-à-dire quels canaux de communication choisir, quel message prioriser. Donc ça, voilà, c'est les 5 étapes d'un développement produit. Donc, vous pouvez un peu réfléchir sur votre propre marque, où est-ce que vous en êtes sur vos grands lancements sur ces 5 différentes étapes. Et voilà, mon conseil, c'est de réfléchir où est-ce que je pourrais aller demander l'avis du consommateur sur ces 5 étapes. Donc, premier test, tester l'idée. Donc là, l'objectif, c'est de bien comprendre les besoins avant de commencer. Donc, pourquoi c'est important? Déjà parce qu'en fait, 35% des nouveaux produits, ils échouent tout simplement parce qu'il n'y avait pas un vrai besoin. Et ça, c'est un peu triste, mais autant le savoir tout de suite. Et après, on peut pivoter. Mais si on n'a pas identifié qu'il n'y avait pas un bon product market fit dès le début, ça va être compliqué. Deuxième raison, c'est qu'on pense souvent connaître sa cible parce que tout est né d'une intuition que le fondateur ou la fondatrice avait d'un besoin. Et peut-être qu'il est vrai sur quelques personnes, mais peut-être qu'il est aussi finalement pas très vrai, ou alors peut-être qu'il est vrai, mais avec beaucoup de nuances et sur d'autres champs que celui sur lequel on s'était basé à la base. Donc, vraiment, c'est là où il peut y avoir le plus de biais, je trouve, c'est de penser que la majorité des consommateurs dans notre cible sont comme nous, ou à l'inverse, aller chercher une cible qui ne nous ressemble pas du tout et du coup, en fait, on ne la connaît pas très bien. Honnêtement, là, c'est rare que des consommateurs, que des entreprises start-up PME fassent des tests. Pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment là où ça coûte le moins cher. Ça coûte vraiment pas cher de faire un test à cette époque-là, à ce moment-là du développement, mais ça permet de pas perdre de temps à travailler sur une idée qui n'a pas de potentiel. Donc là, la méthode pour faire un test d'idée, si vous voulez le faire à la maison, c'est des entretiens individuels, donc en général assez longs, 45 minutes à 90 minutes, sur un style exploratoire. C'est donc parlez-moi, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, pourquoi vous utilisez ce produit, qu'est-ce qui vous plaît dans ce produit. Donc voilà, posez des questions aussi sur les habitudes. Si par exemple c'est un produit de petit déjeuner, racontez-moi comment ça se passe le lever chez vous, qui s'occupe du petit déjeuner, des choses très générales sur la catégorie, sur les habitudes, sur les comportements pour identifier des potentiels. Deuxième façon de le faire, c'est aussi un focus group. Donc là, on va prendre 4 à 6 personnes et pareil, poser des questions sur un style plutôt exploratoire. L'avantage, c'est que là, les gens peuvent rebondir les uns sur les autres et ça prend un peu moins de temps. Par contre, il y a plus de biais. Parfois, il peut y avoir des personnes un peu plus vocales qui vont prendre le dessus sur les autres. Et troisième méthode pour faire un test d'idée, c'est aussi un questionnaire en ligne. C'est complètement possible de faire une étude quantitative sur de l'exploratoire. On va poser des questions d'habitude, de comportement. Par contre, ça va être plus des questions ouvertes que des questions fermées.
mais ça peut aussi très bien fonctionner. Et ce qu'on va essayer de comprendre, donc gardez ça en tête aussi quand vous voulez rédiger vos questions, c'est quels sont les vrais besoins et frustrations de ma cible. Est-ce que mon idée y répond, même partiellement? Donc, au début, on pose des questions plutôt généralistes et puis après, on présente son concept et on pose d'autres questions. Quels sont les freins à l'adoption? Comment l'enrichir pour aller plus loin? Et qui est vraiment ma cible prioritaire? Donc ça va vraiment être ce qu'on va essayer de comprendre dans ces phases-là. Donc, quelques exemples de clients avec qui on a travaillé. Donc là, c'est Piti Gaia, c'est une marque de puériculture éthique et durable. Et on essaie de comprendre les drivers d'achat parce que du coup, leurs produits sont excellents d'un point de vue qualité des matières, pour éviter les expositions aux pesticides, etc. Mais il y avait des difficultés à vraiment comprendre l'impact que ça pouvait avoir sur le consommateur. Et on avait le sentiment que c'était peut-être pas assez d'un point de vue besoin pour justifier un prix premium. Donc, l'enquête qui a été faite, c'est une étude quantitative en ligne auprès de la cible et pour essayer de mieux comprendre les drivers d'achat avant de développer des nouveaux produits et d'adapter la communication. Et ce qui était hyper intéressant, malgré le fait qu'on soit vraiment allé chercher que des familles qui étaient très sensibles à l'environnement et au sujet de santé, bien évidemment, la qualité des matières est arrivée en tête, mais ce qui nous a beaucoup étonné, c'est praticité qui arrive très, très haut. Et en fait, du coup, ça a vraiment fait travailler la marque pour repenser complètement le développement de produits, pour pas juste s'asseoir sur ce point de différence qui est la qualité des matières premières, mais à chaque produit, essayer de réfléchir à un petit truc différent qui rend le produit plus pratique à utiliser que l'alternative classique en magasin. Donc, ça a vraiment adapté le développement de nouveaux produits et ça a aussi influencé la communication en mettant beaucoup plus l'accent pas que sur les matières premières, mais sur la plasticité. Et ça a permis de vraiment augmenter les intentions d'achat des produits. Un autre exemple, pour une marque plutôt de food, là, Las Chachitas, qui fait des produits mexicains, vraiment des recettes traditionnelles, mais avec des produits fabriqués en France. Et on voulait réfléchir un petit peu. À la base, c'est des sauces piquantes qui se consomment un peu comme de la moutarde, donc un condiment en bord d'assiette. Mais là, il fallait voir toute la catégorie, identifier quelles pourraient être les catégories de produits à prioriser pour un lancement en GMS. Et l'hypothèse qu'avait la marque, c'est qu'il y avait peut-être une différence entre le consommateur Old El Paso qui achète des produits très francisés et un consommateur plus qui cherche de l'authenticité dans la cuisine. Donc là, on a fait une enquête quantitative en ligne auprès de consommateurs de produits mexicains. Et on a testé 13 catégories de produits mexicains différents, tortillas, faritas, des dips, des sauces piquantes, des sauces à cuisiner, tout ce qui est possible et imaginable d'un point de vue produits mexicains vendus en magasin. Et ce qu'on a découvert dans cette étude, c'est que les produits phares de la marque sont des achats occasionnels. Donc en fait, le produit le plus vendu aujourd'hui, qui est cette sauce en bord d'assiette, n'étaient pas les produits qui étaient vraiment achetés très régulièrement sur cette catégorie. Donc, il y avait un sujet parce que le risque, c'est que du coup, il y ait peu de réachats, que ce soit un produit qui soit acheté une fois et puis ensuite pas racheté dans l'année ou peut-être 2 fois dans l'année. Donc ça, c'était vraiment un risque qui a été identifié. Et par contre, il y avait 3 autres catégories pas encore faites par la marque qui représentaient 80% de toutes les intentions d'achat sur la catégorie. Et ça, quelle que soit la cible. Que ce soit les consommateurs Old El Paso ou ceux qui cherchent de la cuisine authentique, les dips, les kits à cuisiner et les chips, c'était plus de 80%. Normal, mais d'avoir cette donnée sous les yeux, ça nous a forcé à vraiment prendre les bonnes décisions. Ça nous a aidé à prendre les bonnes décisions sur quoi lancer. Et du coup, ça, c'est une petite citation de la cliente. Décision d'aller, la clarté sur la décision d'aller avec qu'une partie des produits et non la totalité de la gamme en GMS. Et on a aussi permis d'avoir des données pour la revue d'innovation pour rentrer en GMS, ce qui est hyper important pour permettre de rassurer le client qu'il y aura des consommateurs qui seront intéressés dans le produit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires et puis je traiterai ça après, soit en direct à la fin du live ou directement, je vous répondrai en one-to-one. Ensuite, le deuxième type de test, c'est tester son concept. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un prototype. Grâce à la première étape, on a permis de comprendre les besoins du consommateur. On a développé un prototype qu'on pense répond aux besoins du consommateur. Donc là, maintenant, comment est-ce qu'on va positionner, c'est-à-dire commercialiser, quels vont être les messages qui vont entourer ce produit pour arriver à le vendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept. Pourquoi c'est important ? Déjà parce que les marques qui testent un concept en avant ont
1,5 à 2 fois plus de chances de réussir le lancement. Finalement, on passe beaucoup de temps sur le produit, mais en fait, le concept, c'est tout aussi important que le produit. Et malheureusement, souvent, c'est une étape qu'on saute très vite parce que dès le début, c'est avec ça qu'on avait commencé en fait son aventure entrepreneuriale ou sa décision de lancer un produit. Ce qui est aussi intéressant de garder en tête, et on n'y pense pas souvent, mais en fait, un même produit peut avoir 10 positionnements différents. Mais vu qu'on est rentré dans le développement de produits avec une idée en tête, par exemple, je veux faire un yaourt hyper protéiné, du coup, si j'ai un yaourt soja avec plein de protéines, là, le positionnement, c'est yaourt hyper protéiné. Sauf qu'en fait, il peut y avoir 10 façons différentes de commercialiser ce même yaourt. Il peut être aussi plus onctueux, il peut être parfait pour les gens qui ne consomment pas de lactose, il peut être juste végétarien, il peut être très bon pour les enfants parce qu'il y a ce goût de vanille délicieux. Donc, en fait, un même produit peut avoir plein de positionnements différents. Et c'est le bon moment, une fois qu'on a fait le prototype produit, de prendre un petit peu de recul sur son propre lancement et de se dire, est-ce que je ne me suis pas tout de suite enfermée dans un tunnel, mais peut-être ce n'est pas le positionnement qui a le plus de potentiel pour mon consommateur. Et si je réouvrais un petit peu le champ des possibilités pour regarder toutes les façons différentes dont je pourrais commercialiser ce produit. J'y vais full made in France. J'y vais full produit traditionnel local. Il y a plein de façons différentes d'aller commercialiser le produit. Cette étape du test concept, elle est aussi hyper importante parce que c'est la première fois qu'on va vraiment aller valider l'équation valeur. Et je parle volontairement pas de prix parce que le prix et l'équation de valeur, c'est pas du tout la même chose. Un même produit avec les mêmes coûts de fabrication, il peut être commercialisé de 2 façons différentes avec 2 positionnements différents. L'équation de valeur, elle est perçue très positivement par le client. Le prix passe. L'autre positionnement, ça passe pas. L'équation de valeur, elle est pas bonne. Et le prix est trop élevé. Donc, en fait, plus que le prix, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder l'équation de valeur. Est-ce que pour ce positionnement, pour ces bénéfices mis en avant, le consommateur a l'impression d'en avoir pour son argent? Et du coup, là, pour tester le concept, la méthode la plus classique, c'est de construire un concept board. Donc là, on prend vraiment une feuille de papier où on met un bénéfice clé, une preuve, un visuel, un prix. On peut aussi décider de garder le prix pour après en question supplémentaire. Mais vraiment, c'est aussi simple que ça. Une description de mon produit, 5 mots, un bénéfice clé, une preuve, un visuel. Donc, par exemple, produit anti-calcaire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Technologie anti-goutte. Un visuel, ça serait l'icône. Et voilà. Et là, c'est un concept. Et l'idée, c'est que du coup, on va aller tester ces différents concepts et à chaque fois poser des questions pour valider l'intention d'achat, la compréhension du concept et la valeur perçue. Et on peut aussi faire un même concept pour un concurrent sur le marché avec son prix, son visuel, le bénéfice clé. Comme ça nous permet aussi de comparer notre concept par rapport aux produits existants. Et du coup, là, ce qu'on va essayer de chercher à comprendre dans le test concept, c'est déjà d'avoir un score sur l'intention d'achat. Est-ce que parmi tous les concepts, quel a l'intention d'achat la plus élevée? Compréhension du bénéfice. Est-ce que le bénéfice, il est clair? Là, typiquement, technologie anti-goutte. Moi, j'aurais eu un doute est-ce que c'est bien facile à comprendre pour le consommateur? Ils l'ont testé, c'est-à-dire que les gens comprennent tout de suite l'utilité, en tout cas la cible qui sont les femmes de plus de 65 ans, comprennent tout de suite ce claim de technologie anti-goutte. On va aussi aller valider la valeur perçue par rapport au prix envisagé, c'est-à-dire ce concept à ce prix-là, quel est le prix le plus bas que vous serez prêt à envisager avant que ça commence à faire mauvaise qualité? Quel est le prix maximum que vous seriez prêt à payer? Et quel est le prix juste pour ce produit? Et enfin, on va aller valider du coup la différenciation par rapport à la concurrence pour s'assurer qu'on apporte bien quelque chose sur le marché. Et du coup, nous, chez Coup de Pouce, on fait ce genre d'études assez facilement. Ça peut prendre à partir de 3 semaines et c'est à peu près 1 500 € pour développer les concepts et les tester. Quelques exemples du coup de tests concept. Donc, on a travaillé avec Loki Kombucha qui sont du coup plutôt sur les boissons et qui cherchaient à lancer une sauce piquante à base de kombucha. Et pour pas s'éloigner trop de leur cible, l'idée c'était d'essayer de développer une sauce qui puisse plaire à leurs consommatrices qui sont essentiellement des femmes. Donc, c'était un peu tout le challenge. Forcément, quand on pense sauce piquante, c'est plutôt des grosses flammes, des têtes de mort. Donc, il y avait plusieurs concepts qui étaient en jeu, dont des concepts beaucoup plus proches des codes de la catégorie.
et des concepts un petit peu plus féminins et plus proches des barrières qu'on avait identifiées. Et ce qu'on a découvert dans ce test concept, déjà, c'est qu'il n'y a pas forcément de différence entre la tolérance et l'intérêt pour le piquant entre les hommes et les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, le frein principal des femmes à acheter des sauces piquantes, c'est l'univers de communication qui est ultra masculin. Donc, les têtes de mort, les grosses flammes, les têtes qui brûlent, les barbecues. Visiblement, d'un point de vue positionnement, c'est pas forcément une catégorie qui cherche à parler aux femmes. Et il y avait en plus le sujet d'une peur des aigreurs d'estomac. Et du coup, on avait un concept qui était beaucoup plus sur cette idée de chaud dans la bouche, mais bon pour l'estomac. Donc fort en goût, mais quand même bon pour l'estomac, avec notamment ce petit visuel du ventre qui sourit qu'on voit sur la bouteille. Et du coup, ce test concept, il nous a permis de valider le potentiel d'une cible féminine, avec pas forcément de contraintes sur le niveau de piquant, et aussi de valider ce positionnement différencié par rapport au marché des sauces piquantes, et de valider qu'il y avait un fort potentiel par rapport à suivre les codes du marché sur la sauce piquante. Honnêtement, je pense que sans test concept, ils n'auraient pas pris le risque, parce qu'aller aussi loin de la catégorie, c'est quand même un gros risque de faire un flop, parce que si tout le monde fait d'une certaine façon, on peut se dire qu'en fait, juste le marché, il est sur les hommes, donc ça ne sert à rien d'aller sur les femmes. Donc, ce test a permis d'affiner la proposition et surtout de se rassurer qu'on avait vraiment quelque chose, quoi. Un autre exemple de test concept, on a fait sur Osmi, qui est un artisan spécialisé dans le terrazzo haut de gamme. Et du coup, là, l'objectif de ce test concept, c'était vraiment de comprendre la valeur perçue de la proposition existante. Donc, du coup, aujourd'hui, ils avaient une gamme de produits assez large et ils se posaient des questions sur la valeur perçue et le prix acceptable. Donc, en gros, ils sont venus nous voir en nous disant « On pense que le problème, c'est qu'on est trop cher ». Et c'était ça. Mais en même temps, c'est des produits haut de gamme et c'est important. C'est forcément pas la même chose qu'un produit où le terrazzo est juste imprimé. Donc, c'était vraiment la problématique qu'ils avaient. Donc, on a fait un test quantitatif en ligne auprès de 100 répondants dans la cible. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait en effet une décorrélation entre le prix demandé et le prix perçu par le consommateur. Parfois, de 50 à 80% d'écart entre le prix demandé et la valeur perçue par le produit lors du test. Mais on a aussi identifié des produits d'appel clairs pour le consommateur, ce qui nous a permis de faire des modifications. Déjà, de modifier la politique tarifaire, c'est faire certaines baisses de produits, quand même, parce qu'on était à 50 à 80%, c'était trop loin. Mais pas autant que ce que disait le test. On n'est pas descendu aussi loin que disait le consommateur parce qu'on était convaincu qu'on pouvait améliorer la valeur perçue avec le positionnement, ce qu'on a fait. Donc, on a changé le contenu pour augmenter la valeur perçue du produit. Et on n'a aussi pas baissé les produits haut de gamme, les tables, etc., autant que ce que disait le test. Mais à la place, on a lancé des produits d'appel, une gamme plus abordable en se disant les gens vont tester sur des plus petits produits. Une fois qu'ils sont convaincus de la qualité, là, ils seront prêts à acheter des plus gros produits. Ce qui, en effet, s'est passé parce qu'on a vu une augmentation du chiffre d'affaires x22 en 1 an. Donc, voilà. Donc là, c'était vraiment une étude plutôt portée autour du prix et de la valeur perçue et tous les éléments pour améliorer la valeur perçue d'un produit et faire baisser la perception du prix dans la tête du consommateur en jouant sur plusieurs leviers, le prix objectif, les produits d'appel et la gamme et le positionnement. Le troisième type de test, c'est le test produit. Donc ça, c'est assez classique et globalement, la majorité des marques auxquelles on parle font d'une façon ou d'une autre un test produit, soit auprès de leurs amis, soit dans l'incubateur où ils sont. Globalement, les gens font goûter les produits. Mais peut-être avec pas tout le temps les bonnes questions et la bonne rigueur. Donc là aussi, je vais vous donner un petit peu des petits tips sur ce qu'on regarde dans un test produit. Donc, pourquoi c'est important un test produit ? Déjà, 82% des consommateurs ne vont jamais revenir s'ils ont l'impression que la promesse dans le positionnement n'a pas été tenue. Donc, s'ils sont déçus du produit, ils vont tout simplement pas racheter. Donc, ça va massivement impacter le réachat. Et on sait qu'acquérir un nouveau client, ça coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Donc, finalement, la meilleure façon de maximiser ses ventes sans dépenser plus de budget, c'est juste de maximiser son réachat. Donc, s'assurer qu'on a le produit le meilleur possible
c'est la chose numéro 1 qu'on peut faire pour augmenter ses ventes sans dépenser plus. Et finalement, on peut avoir un bon produit qui est suffisant, mais juste en faisant quelques petits tweaks sur quelques critères spécifiques, on peut peut-être augmenter ses ventes de 50% parce qu'on a vraiment augmenté l'appréciation du produit et du coup l'envie de réacheter. Donc là, la méthode qui est en général utilisée, c'est le In-Home Usage Test. Donc en gros, on envoie des produits à un panel de consommateurs qui ont été sélectionnés et en général, on leur fait faire un test avant. Donc dès qu'ils reçoivent le produit, on leur pose des questions sur des critères qui sont importants dans la catégorie sur l'utilisation du produit. Donc par exemple, sur ce genre de produit, on va poser la question sur des choses qui sont importantes. Donc, est-ce que l'odeur est importante? Comment est-ce que vous percevez l'ergonomie de la bouteille? Est-ce que la gâchette est trop difficile à utiliser, etc. Donc, plutôt des questions d'avant. Ensuite, ils vont utiliser le produit. Donc là, il ou elle va nettoyer la salle de bain, frotter, etc. Et là, on va poser des questions post-usage sur l'odeur, sur pas de traces, sur est-ce qu'il est facile à rincer, sur est-ce qu'il a été efficace pour enlever le calcaire, etc. Donc, tous les critères qui sont importants dans l'utilisation d'achat, on va aller poser ces questions très spécifiques. On peut aussi faire, dans un in-home usage test, un test à l'aveugle par rapport à la concurrence. Donc là, on ne met pas de marque visible et on met deux produits, le nôtre et le concurrent, et on fait goûter à l'aveugle, ce qui nous permet d'avoir des vraies données pour les revues d'innovation, pour valider la perception en goût du produit. Donc ça, ce genre de test, ça peut être aussi rapide que 3 semaines si on le fait plutôt en présentiel ou un peu plus long s'il faut qu'on envoie les produits. Ça commence à partir de 2 000 €. Ce qu'on cherche à comprendre, là, dans les tests produits, c'est déjà, est-ce que le produit répond aux attentes du concept? Donc, on a fait le concept et le positionnement, on a un peu donné des attentes, on a fait un peu rêver notre consommateur. Est-ce que le produit répond aux attentes? Est-ce qu'il est aussi bien que ce qu'on a promis dans le concept? On va aussi permettre d'évaluer par rapport à la concurrence. On va pouvoir estimer le taux de réachat. Donc ça sera aussi hyper important pour nous pour estimer nos finances et notre chiffre d'affaires, de pouvoir avoir un chiffre quantifié sur le taux de réachat. Et aussi, on va essayer de comprendre les critères spécifiques qui freinent la satisfaction et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avant le lancement. Donc voilà, nous, notre expertise, c'est aussi d'arriver à bien identifier spécifiquement tous les éléments de l'expérience produit pour poser les bonnes questions, pour ensuite pouvoir faire un brief très spécifique des améliorations à faire. Donc, quelques exemples. Donc, on a travaillé avec Inga qui envisageait des nouveaux produits. Donc, on avait 2 prototypes à tester face aux produits qui sont actuellement utilisés par les consommateurs. Et on a fait un in-use test du coup de 200 personnes recrutées dans la cible. Et on a fait un questionnaire de pré-usage et de post-usage sur 2 semaines. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que parmi les 2 prototypes sur lesquels ils hésitaient, le prototype A surpasse sur tous les critères le prototype B. Donc, au moins, on arrête de se poser des questions, on ne perd pas de temps, on sait que c'est avec prototype A qu'on part. Et prototype A arrivait même à dépasser le leader du marché sur certains des éléments. Et ça nous a donné des insights très précis sur les critères à améliorer pour la R&D. Donc, quels sont par rapport à la concurrence les éléments où on est un petit peu moins fort et où du coup, il faut qu'on apporte des améliorations à la marge. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Du coup, on va maximiser là où on est très fort par rapport à la concurrence. Donc, l'impact, ça a été du coup d'avoir un prototype qui est validé avec des données et un retravail qui est très ciblé pour le prototypage. Donc, pas de perte de temps et aussi pas de perte d'argent à retravailler plusieurs fois un prototype un petit peu à l'aveugle. Et du coup, ils sont confiants aussi pour le lancement avec un produit qui a prouvé sa supériorité avant même d'être mis en rayon. Et on l'a appris il n'y a pas très longtemps aussi, des super données pour la revue d'innovation qui ont vraiment permis des super échanges avec les acheteurs. Donc là, c'est un exemple. Bon, forcément, on a flouté un petit peu les éléments différenciants du produit, les différents éléments du produit qu'on demandait aux consommateurs d'évaluer. Mais on arrive à voir que du coup, par rapport aux produits actuels, il y a des éléments qui sont très forts et puis des éléments plus bas qu'il va falloir améliorer parce qu'en plus, ils sont très importants pour le consommateur. Donc là, ça nous permet d'avoir un débrief hyper précis pour aller revoir son atelier ou sa R&D pour ne pas perdre de temps dans le retravail du produit. N'hésitez pas à poser des questions, mettre des commentaires dans le chat, je les traiterai.
Un deuxième exemple, donc là, on a travaillé avec Reifi. Donc, Reifi, c'est des bars pour les sportifs, mais au lieu d'être très sucrés, c'est des bars salés. Et du coup, c'est vrai que les sportifs qui font beaucoup de trail, etc., ils mangent beaucoup de ces petites barres. Déjà, bah, c'est pas très bon pour la santé, autant de sucre. Et en plus, ça peut être un peu écœurant dans des marathons ou des longs trails, ce goût sucré en bouche. Donc, ils sont vraiment partis sur ce produit plutôt salé. Et ils voulaient comprendre les axes d'amélioration et de satisfaction parce qu'on sait que cette cible, une fois qu'ils ont un produit qui leur convient et qu'ils aiment bien et où le goût passe, ils vont être hyper fidèles. Donc, ils vont tester, ils vont être assez OK de tester plein de produits différents en fonction du positionnement, mais après, ils vont rester que sur une marque. Du coup, la fidélisation, c'est hyper important. Donc, il fallait que le produit soit non seulement bien, mais excellent pour maximiser les investissements. Donc là, on a fait un test avec 3 variantes différentes auprès de 150 consommateurs recrutés dans la cible et on a fait un questionnaire pré-usage avec leurs produits actuels et post-usage avec Reifi sur 2 semaines. Et du coup, on avait aussi intégré des questions de compréhension de pack, un peu de façon opportuniste, tant qu'à faire. Voilà. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait des segments qui étaient peu envisagés, mais qui étaient extrêmement porteurs, notamment le cyclisme. Donc, en fait, le trail, le marathon, il y a beaucoup de marques qui sont sur ce marché. Mais sur le cyclisme, il n'y a pas beaucoup de marques. Et du coup, on a vraiment, c'était un peu opportuniste, mais on a découvert ça, voilà, qu'il y avait une niche hyper intéressante à aller chercher avec moins de concurrence. Et on a aussi obtenu des leviers d'amélioration produit hyper clairs, hyper précis pour retravailler le produit. Et l'impact, bah, c'est confidentiel pour le moment, donc je ne vais pas vous partager, mais ils étaient très satisfaits. La 4e étape, donc ça, c'est le type d'étude qu'on fait le plus souvent, parce que c'est le plus difficile, en fait. C'est quand même le moment où le consommateur ou la consommatrice achète, donc c'est un moment qui est crucial, et il passe 3 à 5 secondes. Donc, il faut que très vite, on ait optimisé vraiment la visibilité et la conversion en rayon quand il ou elle prend la décision. Donc, pourquoi c'est important? Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. 76% des décisions d'achat en rayon se font en moins de 3 secondes. Donc, les espoirs d'éduquer le consommateur, les espoirs qu'il va lire tous les trucs super qu'on fait, c'est compliqué. C'est notamment plus dur, je trouve, pour les startups, les PME innovantes qui ont plein de choses à dire, qui ont des super produits avec, voilà, où tout est écologique, où il y a du social, où on a vraiment fait un bon travail pour identifier les besoins des consommateurs. Et du coup, en fait, il y a trop de choses à dire. C'est vrai que, bon, moi, je travaillais pendant longtemps sur Always, bah, il y a moins d'innovation, il y a moins de trucs exceptionnels à dire. Finalement, ça reste un produit en plastique qui est fabriqué en Allemagne. Bon, j'avais pas énormément de choses à dire. Alors que beaucoup de vos petites marques ont plein de trucs super. Et du coup, c'est hyper dur de choisir qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Pour ceux qui ont des questions sur comment faire un pack qui fonctionne, j'ai fait un live il y a 3 semaines là-dessus et aussi une newsletter qui s'appelle See Catch Connect. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil voilà, sur mes petits conseils pour améliorer les packaging. Deuxième chose importante sur le pack, et ça, c'est hyper triste, mais 40% des redesigns de packaging entraînent des baisses de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on déstabilise le consommateur, on peut le perdre. Donc, si on n'a pas gagné plus de consommateurs qu'on en a perdu, on peut voir des baisses de vente. Et un consommateur qui nous connaît déjà, qui est fidèle, ça consomme forcément plus qu'un nouveau consommateur. Donc, voilà, pour moi, le test pack, s'il y en a un seul que vous devez faire, c'est vraiment celui-là parce que c'est là où on est plus proche du moment d'achat, c'est là où on a le moins de temps avec le consommateur et c'est aussi là où on prend le plus de risques de se tromper. Et honnêtement, j'en vois des marques qui changent de pack très, très régulièrement. Donc, je vois qu'il y a du tâtonnement. Ça coûte cher en graphisme, ça coûte cher en production. Donc là, ça vaut le coup d'investir un tout petit peu, faire un bon test pack. Et après, on éclaire et on avance. Donc, comment ça se passe un test pack? Nous, on propose 3 façons de le faire. Ça représente un peu la majorité des méthodes sur le marché. La première, la plus simple, c'est le test en ligne. Donc ça, en général, c'est le plus rapide, c'est le moins cher, c'est le plus... c'est très efficace quand même on peut poser des questions quand même sur ce qui est vu, ce qui est compris. Mais quand même, le test en rayon, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est le plus proche des conditions réelles et des comportements naturels. Et là, on propose les tests en rayon de 2 façons. Soit vous êtes déjà listé en magasin et du coup, on peut faire le test directement en magasin en se mettant d'accord avec l'enseigne.
Ou alors, on a un magasin partenaire où on peut refaire une étagère, reconstituer une étagère. Et là, on fait un travail de simulation d'achat classique avec un consommateur. La troisième façon, et ça, alors c'est un budget plus important, mais on a un partenariat avec une facility qui fait du eye tracking. Donc là, on met des lunettes et ça permet de voir exactement où regarde le consommateur, quelles sont les zones chaudes dans le rayon, quelles sont les zones froides, est-ce qu'on vous voit tout de suite ou est-ce qu'on voit vos concurrents? Et ensuite, sur le pack, est-ce qu'il y a la bonne hiérarchie des informations? Est-ce qu'il regarde bien les éléments qui sont les plus importants pour vous? Et quels sont les éléments qui ne sont pas du tout regardés? Donc, autant les enlever pour simplifier. Et donc là, un test pack, le plus simple possible, c'est à partir de 3 semaines de travail et en tout, du début, premier échange jusqu'au résultat. Et c'est à peu près 2 000 €, ça commence à partir de 2 000 €. Ce qu'on va chercher à comprendre dans un test pack, c'est vraiment la méthode See, Catch, Connect. Donc, si c'est on se met à 2 mètres du rayon et on essaye de voir à 2 mètres, est-ce que le consommateur vous voit? Est-ce que vous êtes visible? Est-ce qu'il s'arrête sur vous? Ensuite, on va rapprocher le consommateur, on va demander au consommateur de se rapprocher du rayon. On va se mettre à 30 cm du rayon. Et là, on va lui demander de regarder votre produit. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il y a ce connect parce qu'il comprend et il trouve que c'est intéressant ce que vous lui dites? Donc là, en général, on valide le bénéfice, la description de votre produit et une promesse qui est lisible. Et enfin, on va demander au consommateur de prendre le produit en main, de regarder un petit peu le produit, l'étiquette. Et là, est-ce que votre produit est choisi? Donc là, c'est les éléments de valeur perçue, de préférence par rapport à la concurrence. Là, c'est vraiment le moment où le consommateur va commencer à analyser plus en profondeur, penser à ses freins. Est-ce que toutes mes inquiétudes sont répondues? Est-ce que le prix est le bon, etc. Donc, en fait, tous ces éléments sont validés un à un dans cet exercice de See, Catch, Connect. Et ça reprend scientifiquement exactement le parcours d'achat d'un consommateur en rayon. Donc, c'est vraiment exactement comme ça que réfléchir un consommateur en rayon. Sauf que ça a lieu en 3 à 5 secondes. Donc, c'est très, très rapide et c'est beaucoup de choix très inconscients. Et du coup, nous, ça nous permet d'identifier déjà les signaux visuels qui sont mal interprétés et de faire des recommandations très précises sur l'optimisation du pack. Honnêtement, après un test pack, il n'y a pas 36 changements. On fait une fois les adaptations qu'on a identifiées dans le test et en général, c'est le bon et on est prêt à lancer. Et même après le lancement, on n'est pas tenté de rechanger le pack toutes les 30 secondes. C'est forcément quelque chose que les acheteurs regardent avec attention, le pack, parce qu'ils savent que c'est important. Et malheureusement, ça peut aussi être un piège parce que du coup, chacun va avoir son petit avis sur le pack. Votre acheteur va dire « Ah oui, moi, j'aurais pas mis ça, la technologie anti-goutte, ça n'a pas l'air hyper important. » Si vous avez un test conso, vous pouvez sortir les chiffres et dire « Bah si, c'est hyper important pour le consommateur, c'est pour ça qu'on l'a mis là. » Donc, ça vous donne un air beaucoup plus crédible et ça empêche les conversations de « Oh, j'aime pas, je sais pas. » Parce que là, c'est centré sur des vraies données, avec des vrais consommateurs dans un vrai contexte d'achat. Donc, quelques exemples de ce qu'on a pu apprendre sur des tests pack. Pour ceux qui ont suivi mon live la dernière fois, donc c'est le fameux la sauce verte de Las Chachitas. Donc, c'est un dip vert. Et du coup, là, on a fait un test en rayon, donc dans une étagère reconstituée à l'identique avec des vrais consommateurs. Et on a suivi le parcours d'achat en suivant la méthode See, Catch, Connect. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que le test qui en goût était de loin préféré, donc le salsa verde, c'était de loin celui qui était préféré en test goût. En rayon, il était choisi que moins de 7% des fois. Donc ça, hyper étonnant parce que du coup, comment ça se fait que notre meilleur ref en goût n'arrive pas à être choisi en rayon? Et du coup, ce qu'on a compris pendant ce test et qu'on était tous tombés dans le panneau, personne n'avait identifié ce risque, c'est qu'en fait, vu que c'est vert, sans réfléchir, le consommateur pense guacamole. Et je ne sais pas vous, mais quand je pense guacamole dans un pot en verre, en rayon pas frais, c'est vraiment pas une bonne image qui me vient à ma tête. C'est un peu dégueu, c'est des goûts hyper artificiels, ça n'a même pas vraiment le goût de l'avocat. Et du coup, il y avait un deselect automatique parce que les gens pensaient que c'était du guacamole. Et honnêtement, sans un vrai test en rayon où je peux poser des questions, je peux approfondir, on ne se serait jamais rendu compte de ça. Et on aurait lancé, et c'est en rayon qu'on se serait rendu compte que les ventes n'étaient pas là, et on aurait mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ça le problème. Donc, du coup, le gros changement qui a été fait, c'est de changer de verde à jalapeno pour clarifier. Et ça, du coup, ça a été validé, que c'était beaucoup plus clair pour le consommateur. Et du coup, les économies estimées, c'est à peu près 20 000 € qui sont les coûts de production du premier batch
parce que du coup, voilà, les ventes ne se seraient sûrement pas matérialisées et on est sur des produits avec des DLC quand même relativement courtes, donc ça aurait été vraiment un problème au lancement. Un deuxième exemple de test pack, c'est sur la crupote, qui sont du coup des petites compotes en gourde qui sont pas cuites du coup, mais fabriquées à cru pour garder toutes les vitamines et minéraux. Donc là, c'est un test en magasin. Donc là, ils sont vendus en magasin, donc on a pu faire le test en réel dans l'enseigne auprès de 48 personnes. Et là, pareil, on suit les simulations de parcours d'achat en suivant la méthode C-Catch Connect. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait trop de messages qui brouillaient la compréhension du produit. Voilà, 3 à 5 secondes. Même moi, là, j'ai trop de choses à lire. Je désélecte tout de suite et clairement, en 3 à 5 secondes, ce n'est pas possible de lire tout le pack. La deuxième chose, c'est que le nom de la marque n'était pas clair. La crupote, les gens ne comprenaient pas très bien ce que ça voulait dire. Surtout que finalement, si on pense priorité de messages sur le packaging, no, c'est un tiers du pack. Donc, s'ils ne comprennent pas et ça n'apporte pas de valeur dans la compréhension du positionnement, ça ne sert à rien. Et aussi, à la fois le nom et le packaging, le graphisme, était un positionnement un peu entre les deux. Donc, quand on disait il peut y avoir 2 positionnements différents, positionnement enfant, positionnement adulte, positionnement sportif, positionnement complément alimentaire, énergie. En fait, le même produit, on peut faire plein de positionnements différents, mais là, c'était pas hyper clair. C'est un produit pour les adultes et honnêtement, c'était pas du tout une évidence quand on regarde le produit. Par contre, point positif, c'est qu'on a vraiment vu un intérêt pour les bénéfices fonctionnels. Donc, les choses type immunité, boost d'énergie, les minéraux ingrédients. Voilà, là, il y avait vraiment de l'intérêt. Les gens avaient envie d'en savoir plus, regarder derrière, se poser des questions. Donc ça, c'est hyper précieux quand on voit que le consommateur a envie de passer du temps sur un des éléments du pack. C'est que c'est un des éléments qu'on doit mettre en avant en priorité. Et du coup, l'impact, ça a été... c'est un peu pour ça qu'ils venaient nous voir. Ils voulaient refondre le pack, donc c'est ce qui a été fait. Mais ça a permis de ne pas perdre de temps et d'avoir vraiment une direction hyper claire sur ce qui doit être changé, ce qui permet de faire des énormes économies de graphisme. On le sait, un graphisme packaging, ça peut coûter hyper cher. Donc là, en 1 ou 2 rounds, on avait la bonne version parce qu'on savait exactement ce qu'on demandait aux graphistes, en fait. Et ça a permis aussi d'avoir des vraies données pour les rendez-vous avec les acheteurs, mais aussi les investisseurs. Donc, c'est des données qui ont été utilisées vraiment avec toutes les parties prenantes. Et en magasin, le résultat est là parce qu'on a des meilleures rotations par rapport à l'ancien pack et il y a une augmentation de distribution de x5 parce que vraiment, les distributeurs ont été convaincus grâce aux données qu'on a fournies. Donc voilà, pour avoir un peu l'idée de l'avant-après, il y a eu quand même un changement assez radical. D'habitude, je dis toujours qu'il ne faut pas changer trop radicalement de pack, mais pour ne pas perdre les consommateurs. Mais là, vu qu'on était quand même encore au début de la marque, il n'y avait pas trop de choses à risquer à perdre ses consommateurs. Donc, un changement radical qui, je pense, apporte la clarté. Et on a vu que d'un point de vue priorité de communication, là, immunité, c'est hyper gros parce qu'en fait, c'était l'élément qui était le plus important. Le nom de marque, c'est la deuxième priorité, mais parce qu'en fait, le nom de la marque est quasiment le bénéfice. La crupote, c'est fait de façon crue. Donc voilà. Et on voit que d'un point de vue design, on reste sur un design moderne qui donne envie, qui est coloré, mais plus sur des codes un peu plus adultes qu'enfantins. Et le 5e type de test, c'est les tests communication. Donc là, l'idée, c'est d'aller valider les messages et les canaux de communication avant de dépenser trop d'argent. Ça aussi, on n'y pense pas parce que pendant longtemps, on s'est dit, je peux juste mettre plusieurs pubs sur Meta et je vois ce qui marche. Alors, c'est vrai, mais ça coûte de plus en plus cher de faire des tests parce que la production d'assets coûte cher et le média coûte cher. Et aussi, parfois, c'est utile de tester auprès de sa cible sur quels sont les canaux de communication qu'ils utilisent le plus et où ils auraient le plus envie d'entendre parler de vous avant de choisir bêtement le canal de communication. Et pourquoi c'est important? Déjà, 26% des budgets marketing sont dépensés sur des canaux et des messages qui ne convertissent pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Imaginons une marque qui fait du TikTok, du Facebook, du LinkedIn et de l'Instagram. C'est possible que 26% des budgets marketing ne servent à rien, tout simplement parce que votre cible n'est pas sur ce réseau et du coup, autant l'enlever. Deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que souvent, votre message de communication, il vous semble évident parce que vous travaillez sur ce produit depuis le début, mais il peut être incompris par le consommateur. Et ça, c'est quelque chose que je vois malheureusement très souvent.
c'est voilà, la mauvaise compréhension du bénéfice et des messages par le consommateur. Et surtout, si vous n'avez pas fait les tests en amont de concepts, d'idées, de packaging, bah là, ça peut être une bonne opportunité d'en savoir un peu plus sur les messages qui convertissent. Donc là, les méthodes, on est vraiment sur du classique, de l'A/B test avec accroche et visuel. On peut aussi faire, et ça c'est hyper intéressant, c'est le claim screener. Donc le claim, c'est un peu les quelques mots qu'on dit pour convertir. Et là, on va tester 20 à 30 claims différents, par exemple, pour identifier celui qui a le plus fort potentiel. Donc, on peut bien sûr faire 2 pubs différents, enfin 30 pubs différentes et mettre les 30 avec du média sur Meta pour voir quel message convertit mieux. Mais ça coûte quand même nettement moins cher de faire un test avant pour savoir lequel est le plus important et du coup, après, utiliser ça dans la communication. Donc là, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est du coup les visuels ou les claims qui ont le plus de potentiel, les canaux qui sont les plus efficaces pour toucher ma cible. Est-ce que mon budget est là où il y a le plus d'impact? Essentiellement, c'est ça qu'on va valider. Donc là, un exemple pour Dyson, qui est une marque de panneaux solaires. Et du coup, ils voulaient faire une pub méta. Et à la base, ils étaient partis sur plusieurs créas et testés. Mais le budget qu'ils avaient eu, enfin le devis qu'ils avaient reçu pour les différentes créas avec les différents messages, finalement, et combien de médias ils devaient mettre sur chaque pub pour pouvoir faire un test qui soit représentatif. Finalement, on s'est rendu compte que ça coûterait beaucoup moins cher de faire un claim screener. Donc là, on a mis tous les messages qu'ils pourraient dire par rapport à leur marque et qu'on pense pourraient être importants pour la cible. Et après, on a testé auprès des gens qui ont considéré déjà d'acheter dans notre base, qui avaient déjà considéré d'acheter des panneaux solaires, et ceux qui ont considéré et qui ont un seul bien, parce qu'on s'est rendu compte que on avait plus de chances de convertir sur les panneaux solaires les gens qui ont un seul bien, leur résidence principale, plutôt que de nombreux biens. Et du coup, ça nous a permis d'identifier les messages qui avaient le plus de potentiel, notamment panneaux solaires garantis 20 ans et matériaux haut de gamme à bas prix grâce aux achats groupés et assurance décennale sur toutes les installations. Et honnêtement, jamais ils seraient partis sur garantie 20 ans et assurance décennale parce que c'est des trucs hyper basiques. Tout le monde peut le dire. Donc, en fait, ils n'auraient jamais pensé à ça. Mais c'est juste que le frein principal sur cette catégorie, c'est la confiance. Et au lieu de dire pas cher, machin, super pour l'écologie, en fait, les gens, ils ont juste envie de rassurer.